Suivant. Alors, il faut savoir que le féminisme est défini comme ce mouvement-là qui consiste, ce mouvement-là social et politique qui consiste à défendre les valeurs qui sont propres aux femmes. Le féminisme vient préconiser l'égalité entre l'homme et la femme, mais met aussi et remet en question certaines inégalités et stéréotypes de genre. Le féminisme prend en compte les spécificités culturelles et les réalités de chaque continent, de chaque pays. Par exemple, en Occident, on a un féminisme qui est beaucoup plus radical. Et le féminisme en Afrique est différent du féminisme occidental. Le féminisme prend en compte les réalités parce que nous ne vivons pas les mêmes choses, que ce soit dans des pays, on a des réalités qui sont différentes, on a des situations qui sont différentes et on a des manières aussi différentes de manifester notre féminisme. Suivant. Alors, parlons du féminisme d'hier à aujourd'hui. Je vais prendre cette partie en deux volets. D'abord, le féministe en Occident et le féministe en Afrique. Parlons du féministe en Occident. Il faut savoir que le féministe en Occident a commencé à émerger à partir du 19e siècle avec des figures emblématiques comme Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, ces femmes-là qui se sont battues pour les droits des femmes. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les femmes étaient considérées comme des éternelles mineures. Leurs droits n'étaient pas considérés, elles étaient victimes des inégalités, elles ne pouvaient même pas voter. Et c'est avec Léon Richer, qui est même considéré comme le père du féminisme, que les choses ont commencé à changer. Ce monsieur dénonçait les inégalités et les injustices auxquelles faisaient face les femmes. Alors, le féminisme en Occident connaît trois vagues ou est passé de trois vagues. Il y a eu d'abord une première vague où les femmes se battaient pour leurs droits sociaux et leurs droits civils, autant pour moi, et politiques, c'est-à-dire le droit de vote. Et il y a eu une deuxième vague du féministe où les femmes se battaient pour l'accès, pour avoir l'accès à l'éducation, pour une égalité salariale, mais aussi pour le droit de disposer de leur corps. C'est dans cette période-là que les femmes se sont battues, par exemple, pour avoir l'accès au planning familial, au consentement, mais aussi que l'avortement est devenu un droit. Et nous sommes passés à la troisième vague du féministe où on se bat pour la diversité des expériences féminines, mais aussi l'inclusion des voix marginalisées. Suivons. Next. Alors, parlons du féminisme en Afrique. Le féminisme en Afrique aussi est très complexe et a une histoire qui est très riche. Il faut savoir que ce féminisme africain a commencé à émerger au XXe siècle. Et le féminisme africain est né du constat que le féminisme occidental ne prenait pas en compte les réalités africaines. Et il s'excluait, il mettait les femmes africaines, les femmes noires à l'écart. Et c'est à partir de là que le féministe africain a commencé à émerger. Et dans le féministe africain, il y a eu plusieurs femmes qui se sont battues pour les droits et qui se battent même jusqu'à maintenant. Parmi ces femmes-là, dans l'histoire, nous pouvons parler de Maria Mamba, qui est une écrivaine. Dans ses textes, elle dénonce les inégalités que font face les femmes et ce système-là patriarcal qui reste enraciné. C'est le combat de Maria Mamba. Alors, il faut savoir aussi que les femmes africaines ont vraiment combattu pour les indépendances et continuent à se battre pour les droits des femmes. Suivant. Alors là, j'ai déjà parlé. Ok.
Donc, disons que le féministe aujourd'hui et le féministe d'hier, on est quitté du féministe où vraiment les droits des femmes n'étaient même pas pris au compte. Et actuellement, je peux dire que le féministe est très importante et joue un rôle très important dans cette lutte-là pour l'égalité des femmes. Et c'est grâce au mouvement féministe que nous arrivons aujourd'hui à certaines avancées, que des choses ont pu s'améliorer, que les choses ne sont pas comme elles étaient hier. Aujourd'hui, au moins, on a beaucoup d'avancées en matière des droits des femmes. Next. Alors là, j'ai cité quelques avancées du féminisme. Grâce aux activistes, au mouvement, au combat des mouvements féministes, aujourd'hui, on a des lois, on a des conventions, on a des résolutions, des déclarations, des organisations qui luttent contre ces violences-là, qui luttent contre ces discriminations faites à la femme. Parmi les lois ou une avancée du mouvement féministe, on a la loi, le protocole de Maputo, qui aujourd'hui on parle du protocole de Maputo parce qu'il y a eu de ces femmes, de ces hommes, parce que quand on parle du féminisme, on ne voit pas seulement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui se sont battus pour arriver là. Donc on a le protocole de Maputo qui actuellement est comment je vais dire ça, est un instrument dans la lutte là dans la protection des droits des femmes, je dirais. On a aussi la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Ça aussi, on a ça aujourd'hui parce qu'il y a eu de ces femmes-là qui se sont battues et pour avoir ça, il y a eu des plaidoyers qui ont été faits pour arriver là. Au Bénin, d'après mes recherches, actuellement, on a une loi qui protège l'avortement, je crois, l'avortement sécurisé. D'après mes recherches, je ne peux pas confirmer. Et si tel est le cas, je dirais aussi que c'est grâce au plaidoyer des mouvements féministes, des organisations de la société civile qu'on a arrivé là. En République du Congo, là où je viens, actuellement, depuis 2022, on a la loi Mouebara. C'est une loi qui lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, nous, en République du Congo, actuellement, la femme est protégée. Parmi les avancées du féministe, on peut aussi citer les grandes conférences. Hier, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, il y a des conférences qui réunissent plusieurs décideurs, plusieurs bailleurs, plusieurs organes de la société civile pour parler de la cause de la femme. Parmi ces organisations ou ces conférences-là, on peut citer Women Deliver. On peut citer Women's Match, des conférences qui réunissent vraiment des décideurs et des bailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes là au Forum international francophone, qui est aussi, je peux dire, une avancée du mouvement féministe. Parce que hier, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on est là, réunis, et on discute sur la question de la femme. C'est une avancée. Alors, next. Alors, actuellement, malgré ces avancées-là, malgré toutes ces avancées, que ce soit en matière juridique ou en termes des organisations, le féminisme fait encore face à des défis. Et ces défis, on parle des normes culturelles et du système patriarcal qui reste et qui apparaissent être profondément enracinés, qu'on n'arrive peut-être pas à déraciner actuellement. C'est un défi et un réel défi pour le féminisme. Rendons alors la lutte pour l'égalité des femmes plus complexe. Il nous faut dès lors révisiter certaines pratiques féministes excluantes, les pratiques féministes qui n'incluent pas tous les genres ou qui sont insuffisamment intersectionnelles. On doit déconstruire certains stéréotypes et dénoncer les discriminations. Suivant.
Alors, parlant du mouvement féministe, il y a plusieurs formes de manifester, Il y a plusieurs formes de militantisme féministe, parmi lesquelles on peut citer les manifestations et les rassemblements, les campagnes de sensibilisation, et là j'ai cité la campagne des 16 jours d'activistes, qui est aussi une avancée du féminisme, parce que hier on n'avait pas cette campagne-là, aujourd'hui on en a, c'est une avancée du féminisme. Alors une autre manière de manifester notre féministe, on a l'écriture d'articles ou de livres. Il y a des féministes qui écrivent. Par leurs textes, ils luttent aussi contre toutes les discriminations faites aux femmes. Un autre moyen, autant pour moi, on a les actions sur les réseaux sociaux, on a les organisations et les groupes de défense. Par tous ces moyens-là, on peut manifester notre féminisme. Next. Alors, qu'est-ce qu'on envisage pour le féministe de demain? Les perspectives d'avenir pour le féminisme s'accentuent sur l'amélioration des pratiques féministes. Ainsi, il nous faut révisiter. On vise l'inclusion des femmes de toutes les origines et de tous les horizons. On ne doit pas faire la discrimination. Toutes les femmes doivent se sentir concernées par ce combat. Toutes les femmes doivent être prises au compte. Personne ne doit laisser pour compte, comme on dit. Alors, on doit aussi écouter activement et la prise en compte des besoins et des demandes des femmes. Les femmes doivent être écoutées. Les demandes des femmes doivent être prises au compte. Et troisièmement, ce qu'on vise du féminisme de demain, c'est la promotion de l'égalité des sexes dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects, que ce soit dans les aspects politiques, que ce soit dans les aspects économiques, les aspects sociaux, il doit y avoir l'égalité de sexe. Alors, il nous faut faire face aux défis persistants pour atteindre l'égalité des sexes. Parmi ces défis, j'ai cité les inégalités, la discrimination, la non-inclusion sociale et financière. Il faut avouer que les femmes, il y a d'autres femmes qui sont encore victimes des violences économiques jusqu'alors, et on doit vraiment lutter contre ça. Et on a la faible participation des femmes aux sphères de décision. On a aussi les violences basées sur le genre, on a la sous-éducation et la faible solidarité féminisme. Quelques outils importants pour assurer son féminisme, là j'ai cité l'éducation et la formation sur le féminisme, les réseaux et les communautés féministes, les actions militantes et les initiatives pour promouvoir l'égalité des sexes. Suivant. Alors, pour finir ma présentation, il faut noter que malgré les avancées du féministe, cette avancée-là n'est pas encore effective, parce qu'il y a beaucoup d'ombre, des zones d'ombre encore, autant pour moi. Du coup, ce n'est pas encore effectif. Il nous faut donc fournir beaucoup d'efforts. Il nous faut donc continuer à se battre pour cette cause-là, pour que tout soit effectif. Et le féminisme doit d'abord poursuivre sa lutte en mettant l'accent sur l'atteinte des objectifs de développement durable et l'union féminine. Il faut dès lors mettre en place des mécanismes d'inclusion qui incluent tout le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes. On doit prôner la tolérance zéro pour les acteurs des violences, mais aussi se former pour être des leaders d'opinion politique et économique. Merci beaucoup. Alors, normalement, c'est une séance débat. C'est-à-dire, j'ai présenté, ça c'est mes opinions, je peux dire. C'est une séance débat, c'est ouvert à tout le monde. Il peut y avoir des ajouts, on peut donner nos perspectives, ce qu'on envisage pour demain. S'il y a des choses à ajouter, des modifications à faire, on est là pour débattre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et félicitations pour ce travail clair, limpide, et nous vous encourageons. Donc, pour ma part, notre message que nous portons aux féministes doit changer. Nous sommes en train de faire du féminisme radical qui ne marche pas aujourd'hui. Il faut la diplomatie féministe. C'est quoi la diplomatie féministe? Il faut qu'on soit souple avec certaines valeurs coutumières auxquelles nous-mêmes nous avons accepté de façon tacite. Nous sommes issus de ces produits du patriarcat. Et dans nos sociétés, vous allez trouver qu'il y a dans une même sphère, vous allez trouver des communautés qui sont matriarcales et des communautés patriarcales. Comment positiver notre démarche? Si on cherche l'adhésion, si on cherche le changement, il faut être vraiment diplomate. Il faut avoir de la diplomatie dans ce que nous sommes en train de faire. Et deuxièmement, nous avons certes des lois, des conventions que nos pays ont adhéré, ont souscrit à des conventions. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Est-ce que réellement, parce que vous avez dit que tous les droits sont respectés au Congo, est-ce que réellement les femmes ont tous les droits? Aujourd'hui, en Europe, la principale revendication, c'est la revendication salariale. Ça veut dire que plus de 100 ans de lutte, on continue à lutter pour des questions salariales, ce qui n'existe pas en Afrique. Recording in progress. En Afrique, à diplôme égal, vous avez le même salaire. Mais par contre, eux, aujourd'hui, ils sont dans cette revendication-là. Il faut qu'on sache, qu'on le dise quelque part, que voilà ce qui se passe ailleurs. Il faut une comparaison des droits qui sont respectés en Afrique et des droits qui sont respectés là-bas, parce qu'il y a beaucoup de différences entre nous. Et s'agissant des violences basées sur le genre, vous avez parlé qu'il y a des lois un peu partout dans nos pays. Est-ce que les lois là sont complètes? Parce qu'il ne faut pas voir seulement en termes de violence la sanction. Il faut voir aussi l'aspect prise en charge holistique des victimes basées sur le genre. Est-ce que nos pays ont pris des mesures d'accompagnement de ces lois sur les questions de violence basées sur le genre? Donc tout ça là, il faut que vous intégrez ça dans vos domaines et dans votre recherche. Il faut voir quel est le pays qui a pris des mesures pour l'accompagnement holistique. Certes, des projets ont fait des centres de prise en charge des victimes des violences, et après le projet, que vont devenir ces centres de prise en charge holistique? On ne va pas toujours continuer sur le projet. Aujourd'hui, au Niger, nous avons les partenaires avec nous. Il y a eu un changement, l'interruption de l'armée, on n'a plus de projet. Donc ça veut dire que nous n'avons plus de force d'agir, de continuer à faire le travail que nous sommes en train de faire. La promotion du féminisme ou bien la promotion des droits des femmes. C'est pourquoi il faut réfléchir, qu'est-ce que nos États ont fait dans ce cadre-là? C'est très simple. On peut prendre, les législateurs sont là pour élaborer les projets, pour faire un clin d'œil aux partenaires. Élaborer une loi, c'est quelque chose de 2-3 jours. Mais ces lois-là, est-ce qu'elles sont appliquées dans nos sociétés? Donc, et aussi, quand on va parler du féminisme, il faut aller au niveau rural. Qu'est-ce que nous, en tant que défenseurs des droits des femmes, qu'est-ce que nous avons fait pour que ces femmes-là comprennent qu'elles ont des droits? Elles ont des droits à la santé. Il n'y a même pas de CSI dans certaines sociétés. Ils vivent, il n'y a pas de centre de santé. Et qu'est-ce qu'elles ont fait par rapport? Qu'est-ce que nous avons fait pour rapprocher le centre de santé à côté de ces femmes-là? Parce qu'on parle pour nous-mêmes. Parce que nous sommes à un certain niveau. Nous avons atteint un certain niveau de développement. Nous avons été à l'école, nous sommes des intellectuels.
mais la grande masse silencieuse est au niveau rural. Qu'est-ce que nous avons fait pour approcher l'eau à côté de ces femmes-là? Qu'est-ce que nous avons fait pour leur bien-être? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'elles comprennent qu'elles ont des droits vis-à-vis à l'État auquel elles appartiennent? Bon, je veux m'arrêter là pour permettre aussi à d'autres personnes de contribuer. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame Clémence. Je fais mienne tout ce que vous avez dit. Voilà pourquoi, au début, j'ai dit que le féministe prend vraiment en compte les réalités de chaque pays. On ne peut pas parler d'une chose parce que nous tous, on est des pays différents et on vit. C'est vrai qu'on a des problèmes peut-être qui sont communs, mais on vit des réalités vraiment différentes. Voilà pourquoi je l'ai signifié dès le début. Merci beaucoup. Ok, merci Chandrel pour ta brillante présentation et assez édifiante. Et j'aurais voulu que, en présentant le cadre juridique normatif qui protège la femme, que tu parles de 12 résolutions qui concernent la paix et la sécurité, notamment la 1325 et les 11 autres résolutions qui l'accompagnent, qui constituent l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. C'est une grande avancée dans la lutte pour le droit de la femme. Et je vais parler un peu du Niger. De 90 à aujourd'hui, à la veille du coup d'État, les femmes au Niger ont fait une grande avancée dans la lutte, notamment Madame Clémence, qui vient tout à l'heure de parler. Mais avec le bouleversement constitutionnel, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un backlash, ça veut dire le retour en arrière, parce que le ministère de la promotion de la femme a disparu. Il est devenu une direction générale rattachée au ministère de la Santé. Les autorités nous ont rassurés que les droits des femmes ne seront pas piétinés, mais moi je me dis que pour que la femme puisse porter sa voix, il lui faut un ministère au même titre que tous les ministères qui sont dédiés justement au développement. Et je vais aborder aussi la question du patriarcat. Moi je me dis que si nous voulons réussir notre lutte féministe, il faut que nous fassions du féminisme adapté. Qu'est-ce que j'appelle féminisme adapté? C'est le féminisme qui s'adapte à nos réalités sociales, à nos cultures et aussi à nos religions. Il ne faut pas le perdre de vue. Nous sommes dans la dynamique aujourd'hui de la masculinité positive pour amener les hommes à adhérer justement à nos opinions et à nos réflexions féministes. Donc aujourd'hui, vouloir tordre le cou au patriarcat, je pense que quelque part nous allons rater notre lutte. Et c'est pourquoi je dis que il faut que nous fassions du patriarcat positif. Comme on dit la masculinité positive, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a aussi des choses qui sont acceptables dans le système patriarcal. Elle l'a dit, au Niger, nous avons deux systèmes. Quand vous partez chez les Touaregs, c'est un système matriarcal qui est très prononcé. Mais ce n'est pas pour autant dire que l'homme est relégué au second plan. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur ce genre de modèle pour parler du patriarcat positif en Afrique au lieu de dire de déconstruire le système patriarcal. Merci. Merci beaucoup pour votre ajout, madame. Mes félicitations, Chandrel. Vraiment, l'exposé était brillant. Et nous, féministes, on doit se charger de patience et chercher des voies et moyens pour pouvoir impliquer les hommes dans les causes féminines, pour qu'on puisse aller ensemble, puisque ce n'est pas une guerre entre les hommes et les femmes, c'est une complémentarité, mais c'est l'éducation qui différait. Maintenant, on doit commencer
à éduquer pour changer la tendance, pour qu'on puisse vivre ensemble, puisque une femme épanouie ou autonome, c'est le développement du monde, ça c'est sûr. Mais on doit s'armer de voies et moyens et de la patience, et Inch'Allah, le terrain sera balisé et que les femmes sauront vivre, être autonomes, avoir leurs droits et vivre en paix. Donc c'est notre souhait et félicitations encore pour l'exposé. Merci. Oui, merci beaucoup Chandrel pour ta brillante présentation. Au fait, tout ce que vous venez de nous dire là, ça ressort d'une certaine origine. Le féminisme d'hier, il y a eu nos prédécesseurs qui ont lutté, que vous avez cités là, tels que les Simone de Beauvoir, dont à l'Occident, et les autres. En Afrique, il y a le Mariam Abba que vous avez aussi cité. C'est aussi bon et ça doit aussi nous servir d'exemple. Et ce que donc je peux aussi ajouter, à mon avis, nous avons encore beaucoup plus de travail en ce qui concerne le féminisme, parce que on s'est dit toujours que il y a les textes, comme vous avez cité autant de textes là, il y a la Convention CEDEF, il y a aujourd'hui des résolutions, il y en a tellement, parmi elles, il y a la 1325 et les autres résolutions qui en ressortent. Il y a le protocole de Maputo qui est là. Bon, le protocole de Maputo là, c'est beaucoup plus tout ce qui est femme. Ça nous protège beaucoup plus et ça nous donne beaucoup plus de la valeur. Là, ce sont nos États aussi qui y ont ratifié carrément. Nos États doivent y être soumis et cette applicabilité doit être effective. Bon, vous dites dans votre pays, il y a aussi la loi au niveau national qui est déjà en place. Et ça aussi, c'est toujours pour protéger les droits de la femme. C'est une bonne chose. C'est juste que par rapport à cela, toutes ces dispositions que nous avons, et si on peut évaluer du féminisme d'hier, de maintenant là et de là où nous allons, avec toutes ces dispositions déjà, les dispositions légales que nous avons, tant nationales qu'internationales, est-ce que c'est une réalité, c'est vraiment une réalité que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de tendre vers la réalité, ou cela continue encore d'être un mythe? Parce que d'ailleurs, chez vous, là, comme vous dites au Congo-Brazzaville, le fait qu'il y a déjà une disposition nationale en ce qui concerne la protection et la défense des droits des femmes, c'est vraiment un grand pas. Maintenant, quand on peut parler de la question d'inclusivité au niveau local, là, chez vous, bon, s'il faut parler de l'inclusivité ou de la participation, vous pensez que par rapport à ce qui est prévu, on ne sait pas, vous avez parlé du texte, mais on ne sait pas les contenus. Vous pensez que par rapport à ce texte-là, il y a des avancées en ce qui concerne, par exemple, le pourcentage. Les pourcentages en matière des chances, l'égalité des chances et des opportunités. Vous pensez qu'il y a des avancées? Sinon, moi, je me dis que nous sommes encore appelés à faire mieux, nous sommes encore appelés à travailler beaucoup plus selon le contexte de nos différents États. C'est un peu ça, merci. Merci beaucoup pour votre réaction ou votre ajout. Je dirais qu'au Congo, c'est comme j'ai dit, je me redis encore, au Congo, depuis 2022, on a une loi qui s'appelle la loi Mouebara, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, par rapport à votre question, en termes de pourcentage, je ne sais pas, mais je peux peut-être pas vous rassurer parce qu'on sait qu'il y a quand même des cas, des exceptions. Mais au Congo, au niveau de notre pays, les femmes sont vraiment incluses, si je peux me permettre de le dire.
je veux dire que les femmes sont incluses. C'est vrai qu'il y a encore des violences faites aux femmes, mais là aussi, ça dépend vraiment des femmes, des conceptions de chaque femme. Parce qu'il y a des femmes au niveau, par exemple, des foyers qui considèrent les hommes vraiment, quand je dis supérieurs, là, c'est vraiment supérieur. Et pour décider, elles ont même la difficulté de décider de leur propre corps, les difficultés de donner des opinions, mais en termes de pourcentage, je ne sais pas. Mais je peux quand même vous rassurer qu'au Congo, on va crescendo, si je peux le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Solange Atakouma de l'ONG Alafia du Togo. Je voudrais tirer un chapeau à la présentatrice pour tout ce qu'elle nous a encore ressorti. Mais je voudrais revenir sur un point important qu'une consoeur vient de soulever, c'est d'impliquer les hommes. La lutte que nous sommes en train de faire depuis des années et qu'on continue de faire, si on doit aboutir à vraiment des résultats probants, des résultats vraiment positifs, on ne peut pas le faire sans les hommes. Et au même moment, éduquer les enfants même que nous-mêmes nous commençons par mettre au monde. C'est vrai que dans les écoles, ces éducations, on pourra peut-être les faire, mais également, n'écartons pas vraiment cette possibilité-là de mettre les hommes à nos côtés, car c'est ceux-là qui seront vraiment à nos côtés, qui peuvent vraiment faciliter le travail au niveau de tout ce qu'il y a comme genre masculin. Merci beaucoup, c'est important. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rita Fabienne. Je voulais juste compléter ce que ma consoeur congolaise, parce que je viens du Congo-Brazza aussi, je voulais juste compléter et affirmer qu'au Congo-Brazza, il y a l'inclusion. Et d'ailleurs, quand on arrive, que ce soit dans des conférences, en tout cas dans des milieux où il y a des hommes et des femmes, et qu'il faudrait prendre la parole, donner un avis, les hommes encouragent même les femmes. Voire même, ils cherchent les femmes qui pourraient dire quelque chose. Ils disent, mais les femmes, s'il vous plaît, le féminisme, s'il vous plaît, vous devez dire quelque chose. Donc, je pense encourager. Et aussi, on a des sociétés où les femmes sont des chefs. Moi, personnellement, je travaille dans une société où, je vais dire, 70% des chefs, ce sont des femmes. Donc, c'est encouragé. Je pense que c'est plus, d'ailleurs, j'en parlais ce matin dans un live sur Facebook, nous, on doit plus nous centrer sur l'éducation. Comme la dame qui a parlé avant moi vient de le dire, je ne sais pas si je dois appeler ça une chance ou une malchance qu'on soit dans des sociétés qui sont configurées de sorte que l'éducation des enfants est souvent la charge relayée à la femme. Donc, quoique aujourd'hui, il y a des couples ou des foyers où l'homme travaille, la femme aussi travaille, mais il y a encore vraiment la majorité des cas, c'est malgré tout la femme qui prend la charge. Donc je pense que c'est une force, c'est une opportunité, une aubaine que nous, femmes, on devait avoir justement pour changer ce que nous aimerions changer. Ça veut dire quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est ça. Parce que la femme, dès le bas âge, en tout cas, peut déjà communiquer une certaine façon de voir aux enfants. Dire la femme, par exemple, dire bon, toi c'est pas juste de la cuisine, il faut aspirer à faire telle ou telle chose. Et à l'homme, les hommes qui demain deviendront violents ou bien frapperont leurs femmes, je pense que l'éducation peut venir. Ça peut être les traumas de la vie, mais en général c'est aussi la perception, en tout cas de la femme, du respect de la femme qu'ils ont acquis étant plus jeunes. Donc la mère peut aussi veiller à ce que l'homme qui doit respecter la femme de demain doit commencer déjà ce respect dès le bas âge. Donc voilà, c'est plus dans l'éducation. Et puis, il ne faut pas aussi négliger le facteur de la pauvreté, de la souffrance.
On a toutes les chances au Congo-Brazza d'accéder à l'éducation. Je disais que le Congo-Brazza est l'un des rares pays d'Afrique où la femme a presque tous les droits. On a le droit à l'éducation. La femme peut arriver où elle veut, devenir docteur, faire tout ce qu'elle veut, elle peut. Se marier par amour ou divorcer, elle peut. Mais il y a des réalités qui font que la femme s'arrête en chemin à cause de la pauvreté. C'est des grossesses précoces, par exemple. Et puis, il y a aussi les conceptions de certaines familles qui veulent qu'à partir d'un certain âge, la femme se case. Et puis, il y a la vision du mariage aussi. Donc, c'est, je pense, centré sur l'éducation. Le combat au Congo-Brazza, c'est plus sur l'éducation, la perception de la femme et du rôle dans la société. Éviter de dire que telle chose, c'est pour les hommes, moi après. On n'interdit pas à la femme d'avoir des postes, par exemple, dans le gouvernement, la politique. Mais c'est la femme congolaise se dit que je laisse ça aux hommes en fait. Donc voilà, il faut vraiment revoir l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réaction ou ton ajout. Voilà pourquoi je disais que quand on parle du féminisme, c'est question aussi de réalité de chaque pays. Par exemple, nous, dans notre pays, elle a su le dire et bien le dire. On a l'inclusion, en parlant d'inclusion, les femmes sont incluses. Et moi, personnellement, mon combat dans les mouvements féministes, moi, je suis beaucoup plus centrée sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Il faut dire qu'au Congo, il y a encore et vraiment des femmes qui ne peuvent pas prendre des décisions sur leur propre corps. Les femmes qui n'ont même pas connaissance, qui ne savent même pas qu'il y a le planning familial qui existe, qui partent dans les foyers, ils mettent au monde, les enfants n'ont même pas des écarts et c'est vraiment des problèmes sur leur santé, ça cause vraiment beaucoup de maux. Il y a des femmes qui connaissent même pas qu'il y a la contraception qui existe, qui ont des visions, qui ont des rêves, mais les rêves qui s'arrêtent en chemin parce qu'ils ne connaissent pas comment se protéger et tombent enceintes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs dans le domaine de droit en santé sexuelle et reproductif auxquels je me bats dans mon pays. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis Berthe Taté de l'ONG Alafia. Et je dirais que par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, l'habitude est une seconde nature. Et les femmes sont accrochées aux us et coutumes parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas peur de Dieu. On a peur des représailles. Et donc, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas avancer. Et là, le travail revient encore aux organisations féminines de la société civile qui doivent aller encore plus à la base pour aider les femmes à changer de mentalité, à changer de comportement. Parce que dans certaines localités au Togo, c'est les femmes même qui exigent que la fille fasse les travaux domestiques encore aujourd'hui et que le garçon peut aller jouer. Et c'est la femme qui s'occupe de tous les travaux domestiques sans vouloir, et surtout dans le quartier, quand l'homme qui, dans le village, aide sa femme, transporte ou bien met le bébé au dos du champ jusqu'à la maison, il devient un homme transformé. C'est-à-dire, on l'a gbâché, et donc il ne se retrouve même pas. Et tout ce que la femme dit, et même la famille, c'est la maman, les tantes, les sœurs du monsieur qui disent « Oh, c'est notre fils qui est devenu ça ». Et ça bloque le développement. Et là, je m'en vais dire que même intellectuelle que femme soit, la femme doit faire l'effort pour concilier les travaux domestiques et le travail. Si elle laisse, l'éducation des enfants manque. Et ça répercute encore sur le développement normal des filles. Je veux aussi toucher le volet grossesse précoce. Par exemple, au Togo, une loi est sortie
la grossesse précoce qui protège les filles pendant cette grossesse précoce. Avant, quand la fille est enceinte, elle doit rester à la maison. Mais au Togo, on lui permet. Parce qu'on ne peut pas la punir 2 fois. Enceinte, c'est déjà une punition, c'est un stress. Maintenant, rester à la maison, laisse voir le garçon aller à l'école, c'est autre chose. Au moins lui permettre d'aller à l'école avec la grossesse, avec tous ces contours. Là, je voulais dire que si nous voulons évoluer, nous devons faire encore plus de sacrifices, surtout envers les populations à la base, je dirais les analphabètes. Si j'appelle les analphabètes, parce que dans chaque pays, il y a une langue de communication. Et ce n'est que par cette langue de communication que nous apprenons. Si on ne lit pas, on ne fait pas des recherches, l'esprit ne se développe pas. Ce qui veut dire que les femmes qui sont à la base ne lisent pas, elles n'ont pas de comparaison, elles ne peuvent pas se développer. Qu'est-ce que nous devons encore faire envers ces populations-là pour qu'elles prennent en compte leur sort et pouvoir se développer? J'ai l'habitude d'aller, quand je vais dans un groupe de femmes, je dis qu'est-ce qu'on appelle le droit de la femme. Et quand mes femmes lèvent la main, la femme doit être polie, elle doit laver les assiettes, elle doit se lever très tôt, s'occuper de ses enfants. C'est ce que aujourd'hui encore beaucoup de femmes me disaient, parce que quand on leur dit, l'analphabétisme ne leur a pas permis de comprendre. Donc on dit, on fait le droit, c'est mon droit, ton droit, c'est de te lever trop, c'est d'amener le monsieur au champ et de faire des travaux domestiques. Nous avons encore du pain sur la planche. Merci. Merci. Je suis Madame Fodi Halima de l'ONG ANED au Niger. Je félicite vraiment la paléniste qui nous a beaucoup édifié. Je voudrais m'attarder un peu sur un autre pan d'éducation. Nous avons surtout parlé de l'éducation familiale, mais il y a aussi l'éducation scolaire, où en tout cas jusqu'à maintenant, chez nous, on a toujours ce problème de programme dont on dit que l'école a un programme caché. Et pourquoi un programme caché? Parce que ce qui se passe en réalité, on continue justement cette culture, cette tradition au niveau de l'école jusqu'à présent. Il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de stéréotypes à l'école, et qui rendent, excusez-moi, qui rendent la fille encore respectueuse. Bon, le respect de la tradition, il y a quand c'est bon, mais soumise à certaines traditions. Je viens d'entendre madame qui disait, bon, la femme a fait un cursus scolaire assez élevé, mais elle dit, bon, je laisse ça à l'homme. Eh bien, ça relève aussi de l'éducation qu'elle a reçue. Et vous voyez que même l'école n'a pas, en tout cas, n'a pas su faire naître chez elle cette combativité, cette offensive qui la met donc sur le champ de compétition avec l'homme, où elle dit il est homme mais je veux gagner. Donc c'est ce point effectivement qui continue à faire que certaines de nos intellectuels restent encore en marche. Et bon, je parle de celles qui sont allées loin, mais quand on va au bas de l'échelle, on voit les filles chez nous, au primaire et au secondaire, très vite, bon, la fille n'a pas besoin d'aller à l'école, même si elle va, il y a le découragement des enseignants, des professeurs,
hein, dès qu'elle arrive un peu en retard, ah, c'est parce que tu as causé tard la nuit avec les jeunes hommes. Vous voyez, donc des choses, des clichés que même l'école répète. Et là aussi, c'est un travail à faire. Il y a eu des documents et donc, qui font le respect de genre à l'école, mais beaucoup d'enseignants ne les connaissent pas ou ne les maîtrisent pas. Donc, il faut qu'on agisse dans ce sens et amener à ce que les élèves aussi très tôt comprennent ce que ça veut dire. Je vous remercie. Bon, je suis d'accord avec ce que la dame vient de dire, l'éducation scolaire, parce qu'on a l'éducation familiale. Excusez-moi. On a l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation de la rue aussi qu'on a. Donc les enfants sont confrontés à ça. On pense que la base devait être l'éducation familiale qui donne une base forte. Ça permet à ce que l'enfant, arrivé à l'extérieur, à l'école, puisse essayer de faire des choix. Donc je suis d'accord, notre scolarité est de beaucoup sur ce qu'on apprend aussi. C'est pourquoi... Ok, c'est pourquoi je vais parler de moi. C'est pourquoi j'ai pensé à installer une bibliothèque de rue. J'ai choisi spécialement l'espace public justement pour ça, parce qu'on a une sorte de conception de l'activité de lecture. On relie souvent à l'activité scolaire. On se dit que c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, à un certain âge et à un certain moment de la vie. Quand on va à l'école, on lit, on est jeune, on va à l'école. On oublie que la lecture doit faire partie justement de notre vie quotidiennement jusqu'à la mort. Et la société dans laquelle je travaille m'a permis de pouvoir analyser des gens, donc des Congolais. Je reçois des gens, je reçois au moins 200, parfois 300 personnes par jour, c'est énorme. Donc j'analyse, je vois comment ils analysent des choses, comment ils comprennent des choses. Et donc je me suis rendu compte qu'il était très important d'instaurer une culture de lecture. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point la lecture peut traiter certaines choses, nous donner une ouverture d'esprit justement et nous aider à analyser certains faits, à prendre connaissance aussi de ce que vivent les autres. Parce que quand on ne peut pas voyager, on ne peut pas être en conversation avec quelqu'un qui sort d'une autre réalité, on est un peu dans une sorte de cocon. On se dit que le monde doit évoluer d'une certaine manière, on n'a pas le choix. Alors quand on se met à lire, par exemple, vous lisez une si longue lettre de Mariam Abba, ma consoeur a cité Mariam Abba, vous lisez Les Impatientes de Djali Amal, ça vous permet de voir les réalités des autres femmes, comment elles se battent. Qu'est-ce qu'elles en pensent? Et vous, ça vous sort un peu de ce petit cocon de naïveté, ou bien vous vous rendez compte que vous avez une sorte de petit privilège d'où vous venez, et ça vous permet d'ouvrir les yeux, de vous dire, oui, je suis une femme, mais ma place n'est pas qu'à la cuisine comme aujourd'hui. Et aussi, je voulais dire qu'il est très important pour les jeunes femmes d'avoir des modèles de réussite. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la tendance aux réseaux sociaux pousse les jeunes femmes à chercher les sugar daddy, les hommes riches. On traite même les jeunes hommes qui se cherchent encore de crévito. C'est ça le terme qui règne aujourd'hui, les crévito. Crévito, non. Crévito, moi je veux un homme riche. Moi je veux. Donc à force de ne pas avoir des modèles de réussite, elles ont une fausse conception de la réussite en fait dans la vie. Donc c'est très important d'avoir des modèles de réussite et aussi que ces modèles de réussite se rapprochent de la population, parlent de leur parcours, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis devenue, voilà quels ont été les avantages, les inconvénients, les risques, et ainsi de suite. Pour que
cette jeune femme-là qui aspire à devenir avocate ou je ne sais quoi, ait le courage en fait d'avancer, de se dire c'est pas perdu, de se dire c'est pas que il n'y a pas que les hommes, de se dire voilà moi aussi je peux être actrice et non subir en fait les choix des autres. Donc voilà, très important d'avoir des modèles de réussite. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, c'est Anita Buruka. En tout cas, je salue tous les efforts de femmes qu'ils font sur le plat de féminisme. En tout cas, c'est très intéressant et c'est louable. Mais j'avais une question, je voulais comprendre. Que pensons-nous de femmes qui se trouvent dans des fins fonds, là où il n'y a pas vraiment l'activisme, on ne sait pas si, quel plat nous avons, nous, en tant qu'activistes, de l'air aussi amener à comprendre la vie à notre niveau. Et surtout que ce sont ces femmes qui subissent aussi de violences basées sur les genres dans les intérieurs. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que pour ces zones ou pour ce genre de femmes, nous, on doit se rapprocher d'elles. On doit trouver des mécanismes pour aller accompagner ces femmes, que ce soit dans, comment je veux dire, psychologiquement, émotionnellement, dans tous les plans, même dans le plan éducatif. On doit se rapprocher de ces femmes-là parce que si nous, on ne va pas là-bas, qui va aller là-bas? Je ne vois pas. Donc, on doit vraiment trouver des mécanismes pour aller vers ces femmes. Merci beaucoup. On n'a plus le son, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que si nous allons sur ces bases, ça peut marcher. Être convaincu de ce que nous faisons, être convaincu de notre idéologie féministe, savoir convaincre les femmes que nous approchons et savoir être dans le même modèle situationnel de ces femmes-là. Je ne peux pas aller en bassin en mettant de l'or partout, des hauts talons et vouloir parler à des femmes rurales. Elles vont m'écouter ou elles vont me regarder. Donc, même le style vestimentaire joue quand nous voulons vraiment approcher ces femmes-là et jouer sur leur psychisme. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ce sont là des moyens pour approcher ces femmes. Je fais mienne ces moyens. Merci beaucoup. Félicitations Chandrel pour ta présentation. Et j'ai écouté, j'ai pas rattrapé l'intégralité de ta présentation, mais avec tout ce que j'ai entendu, je pense que l'essentiel vraiment a été dit. Mais j'aimerais juste venir par rapport à l'éducation que la maman et puis la demoiselle de la RDC a évoqué tout à l'heure. Elles ont cité 3 types d'éducation: maison, école et puis rue. Et j'aimerais peut-être compléter la télévision ou les réseaux sociaux. Là encore, c'est une autre type d'éducation que malheureusement, la plupart de nous ne contrôlons pas.
Et si nous devons parler du féminisme et jongler avec toutes ces sortes d'éducation, je pense que nous avons encore et nous continuons toujours par avoir du chemin à faire. Et j'aimerais également parler de la manière dont le féminisme pourrait s'assimiler et dans l'avenir. Nous avons actuellement des femmes qui militent pour que les stéréotypes soient rayés. Mais j'aimerais qu'on puisse dire que nous réclamons que ce que la femme fait, qu'elle continue de le faire, mais qu'on puisse lui permettre de faire aussi ce que l'homme fait. Que ce que l'homme fait, il continue de le faire et qu'il fasse également ce que la femme fait. Le féminisme, ce n'est pas que désormais c'est l'homme qui va à la cuisine. Le féminisme, c'est désormais et toi et moi, on peut faire la cuisine. Donc, le voir vraiment, parce que nous nous retrouvons dans des milieux où les hommes n'acceptent pas tout ce que nous disons, parce qu'ils pensent que nous révoltons leurs épouses. Et il faut qu'on ramène la balle à terre du moment où la thématique parle de l'avenir. C'est juste pour dire que nous voulons juste l'égalité dans les tâches, dans les fonctions et dans les droits. Merci beaucoup à toi. À tout à l'heure. Autre réaction? Réaction, ajout? D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais me lever parce que j'ai maintenant mal aux pieds. Je vais essayer de descendre. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. C'était vraiment intéressant. Alors, je me rapproche de vous. J'aimerais savoir en 2 mots, je vais donner le micro à peut-être vous toutes. En 2 mots, qu'est-ce que vous voulez du féminisme de demain? En 2 mots. Je commence. Qu'est-ce que vous voulez ou vous pensez du féminisme de demain? En 2 mots. Oui, merci. Bon, moi, ce que je pense du féminisme de demain, comme ma consoeur Anita a parlé là de la femme rurale, c'est que pour que cela soit aussi une réalité, nous devons penser à la femme rurale. Et c'est que autre chose que nous devons aussi nous mettre en tête est que on ne peut pas parler féminisme sans pour autant aussi faire participer aussi l'homme dans la lutte. C'est que qui dit féminisme dit homme et femme. Égalité des chances, 50-50. Participation et inclusion, 50-50. Et c'est là, c'est ce qui pourra être, si on peut ou on veut bien parler du féminisme de demain, c'est là que c'est ce sur quoi nous devons d'abord beaucoup plus lutter pour demain. Merci. Finalement, vous n'aviez pas des mots, mais des phrases. Ça faisait plusieurs phrases là. Je passe d'abord là, je reviens. Oui, merci. Moi, c'est Oliva. Pour le féminisme de demain, c'est le principe d'inclusion, peut-être. Les femmes sont libres de leur choix. Les femmes doivent faire partie de la société comme participation légale et affective dans la vie sociale, dans la vie politique. Et merci beaucoup. D'accord. Moi, je résumerai le féminisme d'aujourd'hui en 3 mots. Le féminisme inclusif, le patriarcat positif et le féminisme adapté. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je dirais que on doit avoir un concept qu'on se complète dans la vie. L'homme et la femme se complètent, c'est l'égalité genre.
et c'est 50-50. Mais les femmes doivent travailler pour qu'on y arrive. D'accord, merci. La suivante. Ben, si moi je peux parler du féminisme, je dirais l'égalité des chances, mais aussi ça serait que toute femme comprenne aussi le féminisme au même niveau. Merci. D'accord, je vais vous aider. Alors, moi, je pense que je vais encore parler de, de l'éducation. Je mets l'éducation au centre de tout, en fait. Je mets l'éducation. L'éducation parce que ça vous donne la connaissance et surtout ça vous donne le choix et les possibilités, plusieurs possibilités. Donc, l'inclusion des femmes, l'éducation et puis l'action. J'aimerais que les femmes passent à l'action, qu'elles soient au centre des décisions et qu'elles passent à l'action. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Je peux aller. Féminisme. Féminisme, c'est comme à l'un des panels, on a eu à entendre. Nos ancêtres, nos mamans, nos grands-mamans faisaient le féminisme. C'est rallier les femmes à une cause et réclamer son droit. Et là, on le faisait, mais on n'avait pas d'expression. Et aujourd'hui, on a l'expression, c'est le féminisme. Le féminisme, c'est de dire que j'ai des droits. Bon, tu vas dire que ce n'est plus des mots, hein. Donc, on va dire féminisme égale droit. Droit des femmes, réclamation des droits des femmes et vraiment effectivité des droits des femmes. D'accord, merci beaucoup. On n'a pas fini, on est là. Alors, bon, je pense que les dames ont presque tout dit. Féminisme, égalité de droits, égalité de chances, inclusion, éducation et tout. Et je voudrais quand même revenir un peu sur ce que Madame a dit tout à l'heure sur les modèles, sur le fait que les jeunes filles devraient avoir beaucoup plus de modèles. Elle a parlé de l'influence des réseaux sociaux et que les femmes qui pourraient être des modèles devraient aller vers. Mais je dirais que les médias également doivent faire un effort de mettre en lumière celles qui peuvent apparaître comme des modèles pour les jeunes filles. Que nos actions mènent à ce que cette dame, ces jeunes filles, cette femme, ces mamans soient mises en lumière afin que les modèles auxquels se réfèrent aujourd'hui nos jeunes changent et qu'elles voient autre chose et qu'elles sachent que c'est possible pour elles de faire autrement que ce qui est en train de se dessiner de nos jours. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et celles qui sont en ligne, est-ce qu'elles ont quelque chose à dire, 2 mots, je ne sais pas. C'est possible? D'accord, vous pouvez lire. Merci. Féminisme de demain, c'est la déconstruction des stéréotypes de genre et que la femme ait une place dans la société au pied d'égalité que des hommes. C'est un accès aux services sociaux de base. D'accord, merci beaucoup. Et moi-même, si je vais définir ou donner des perspectives pour le féminisme de demain en 2 mots, je dirais aussi égalité et inclusion. C'est tout. C'est 2 mots, hein, c'est pas des phrases. Merci beaucoup à vous toutes d'avoir disposé de votre temps pour cette session. Et
Et si on peut prendre une photo de famille pour finir avec cette session, ça serait une bonne chose. En tout cas, continuons à nous battre pour cette égalité, pour cette inclusion, et le combat est nôtre. N'oublions pas aussi d'inclure les hommes, parce qu'il y a la masculinité positive qui oblige. Merci.